Bonjour, je m'appelle Sabrina Marnet-Letellier, je suis praticienne en nutrition et micronutrition. Et je vais vous parler aujourd'hui du microbiote et notamment de la formation du microbiote pendant les 1000 premiers jours de la vie. Voilà, donc cette présentation a été faite il y a quelques semaines lors d'une journée nutrition organisée par le DNH de Lille, donc une école de nutrition et de diététique à Lille. Je n'ai toujours pas réussi à récupérer les enregistrements, donc je vous le refais en live aujourd'hui. Voilà, donc j'arrive pas à me mettre à côté, enfin techniquement parlant, c'est soit moi, soit mon écran. Donc, bon, c'est peut-être pas forcément le pied d'avoir juste l'écran et la voix dessus, mais j'ai rien trouvé de bout. Donc voilà, je vais vous partager mon écran et puis nous allons commencer cette présentation. Donc j'essaierai de durer à peu près entre 30 et 40 minutes. Voilà, hop, je partage. Donc, l'importance des 1000 premiers jours de vie pour un microbiote équilibré. Hop, s'il veut bien. Donc, comme je vous ai dit, à la base, je suis ingénieure en nutrition de formation, donc j'ai travaillé pendant près de 10 ans ou plus même dans l'agroalimentaire, à la fois en développement de produits, puis en marketing autour de produits santé, de prébiotiques et autres. Donc, cette partie alimentation santé a vraiment été au cœur de mes préoccupations pendant longtemps. Et à tel point que j'ai souhaité passer un petit peu de l'autre côté, me former à la micronutrition pour devenir nutrithérapeute et praticien en micronutrition. Depuis, je me suis spécialisée vraiment dans l'accompagnement des troubles digestifs et douleurs chroniques chez la femme, car c'est vraiment un domaine qui me passionne et que j'ai pu creuser pour moi-même dans un premier temps, et que je creuse encore pour mes clients et mes patients maintenant. Donc, au cours de cette présentation, je vous ferai un petit topo sur l'importance de ce microbiote intestinal, pourquoi est-ce qu'on en parle autant, comment se met en place un microbiote équilibré, que ce soit pendant la grossesse et après la naissance. Et ensuite, la partie un peu plus pratique, quels sont les bons gestes pour permettre à votre futur enfant d'avoir un bon microbiote. Donc, pour commencer, le microbiote intestinal. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Alors, il faut juste savoir qu'il n'y a pas un microbiote, mais des microbiotes. En fait, on a des bactéries, ce microbiote peut être partout, donc il y en a dans l'intestin, il y en a dans l'estomac, il y en a dans la bouche, il y en a au niveau vaginal, il y en a bien sûr au niveau de la peau, et plus récemment, on a découvert qu'il y en existait aussi autour du cœur et au niveau du cerveau. Donc c'est vraiment important de préciser de quel microbiote on parle. Le microbiote du gros intestin est le plus important, donc c'est vraiment là que se font la plupart de toutes les fermentations de notre corps. Donc on aurait autour de 100 000 milliards de bactéries. Donc en gros, ça fait à peu près entre 2 et 3 kilos de flore selon les personnes, ce qui est quand même énorme. On n'est pas tout seul dans notre corps, loin de là. Donc en moyenne, il y aurait, alors là, les chiffres varient vraiment beaucoup selon les sources, mais en moyenne, 600 espèces par individu, soit plus de 12 millions de gènes. Donc il y a beaucoup plus de gènes dans le génome de notre microbiote, qui est beaucoup plus important que notre propre génome. Ça fait réfléchir quand même sur l'importance de ces bactéries. Les rôles du microbiote sont nombreux. C'est aussi pour ça qu'on en parle souvent. Le premier, c'est son rôle dans la digestion et dans la capacité métabolique. En effet, on ne peut pas digérer tout ce qu'on mange. Il y a des nutriments qui ne sont pas digérés par nous, notamment tout ce qui est cellulose, qui fait partie des végétaux. Donc ça va être digéré plutôt par les bactéries. Et ensuite, il y a certaines vitamines
que nous ne pourrions pas absorber et dont nous ne pourrions pas bénéficier s'il n'y avait pas donc, ces bactéries pour passer avant et nous permettre donc de les assimiler et de les absorber. Notamment tout ce qui est vitamine K, vitamine B9 et B12 passe beaucoup nécessite l'action de notre microbiote pour que nous puissions les absorber. De même, l'absorption du fer dépend beaucoup de notre microbiote. Les capacités métaboliques aussi, parce que c'est là où on trouve beaucoup de différences entre personnes, ou pour une même consommation alimentaire, on va dire en termes de calories, certaines personnes vont prendre du poids, d'autres, ça ne va rien leur faire, voire elles ne vont pas avoir assez à manger. Pourquoi? C'est parce que les quantités de calories extraites des aliments vont dépendre typiquement du microbiote et de l'état plus globalement de l'écosystème intestinal. L'immunité aussi, la défense de l'organisme, donc l'immunité par un simple rôle de barrière, on va dire que toutes ces bactéries, ces virus, ces levures, etc., occupent l'espace et empêchent donc d'autres bactéries, d'autres virus, peut-être plus dangereux, de venir s'installer, de prendre la place. Notre microbiote synthétise aussi des substances bactéricides qui ont pour but donc d'éviter que certaines bactéries viennent s'installer et viennent poser problème. Et ensuite, il y a toujours des interactions constantes entre les bactéries de notre intestin et notre système immunitaire. Il faut savoir qu'il y a à peu près 60 à 70% de notre système immunitaire qui est situé au niveau de l'intestin ou qui va passer au niveau de l'intestin pour se spécialiser. Donc, on va dire que les interactions constantes entre les bactéries à l'intérieur de l'intestin et entre notre système immunitaire va servir en quelque sorte d'entraînement pour notre système immunitaire et lui permettre d'identifier l'ennemi de l'ami et le soi du non-soi. Et en cas de déséquilibre de flore, on commence à voir des déséquilibres au niveau justement de l'immunité et donc un corps qui soit se défend trop contre l'ennemi, donc c'est l'apparition d'allergies, d'hypersensibilité alimentaire, soit qui ne se défend pas assez, donc là c'est l'immunité qui est faible et on attrape tout ce qui passe, ou alors c'est le problème de différenciation entre le soi et le non-soi avec le développement de maladies auto-immunes. L'équilibre émotionnel, ensuite, aussi très important, et ça, c'est des choses qu'on est en train de découvrir petit à petit. Il y a effectivement des différences de flore entre les personnes qui souffrent de dépression, des personnes qui souffrent de stress chronique ou de troubles anxieux, et des personnes, je dirais, qui n'ont pas ces problèmes-là. De plus en plus, on s'aperçoit que des déséquilibres de flore influencent grandement l'émotionnel. Je dirais que ça marche dans l'autre sens aussi, des désordres au niveau émotionnel, donc beaucoup de stress peut venir impacter négativement notre flore. Un effet santé, toutes ces bactéries, notamment les bactéries dites probiotiques, quand elles vont venir se nourrir de fibres et de substances dites prébiotiques, vont en échange produire des composés, notamment des acides gras à chaîne courte, qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé, un effet protecteur contre le cancer du côlon, un effet anti-inflammatoire et d'autres encore. Donc vraiment, c'est très important d'avoir cette flore protectrice, cette flore santé, qui soit présente en quantité suffisante. Et d'autres rôles encore, comme une interaction avec les hormones, une sensibilité à l'insuline, des sensations de faim, de satiété, qui vont grandement dépendre de cette flore. Donc le microbiote intestinal, c'est un système qui évolue constamment, mais qui est aussi résilient. Donc, je vais m'expliquer. Le microbiote, en fait, alors on peut dire que c'est très imagé et bien sûr simplifié, mais il faut le voir un petit peu comme un ensemble constitué de différentes strates qui sont plus ou moins évolutives.
Donc, vous avez les premières strates qui vont évoluer très rapidement, peut-être des fois du jour au lendemain si vous êtes un petit peu malade, vous prenez un antibiotique, vous décidez de changer d'alimentation. Votre flore va vite on va dire, évoluer. Et plus on descend, plus on va trouver des strates qui vont être stables, jusqu'à tomber sur les strates, on va dire, initiales, celles qui nous définissent en quelque sorte, qui ont été mises en place pendant justement les 3 premières années de notre vie, ou les 1000 premiers, un peu plus que les 1000 premiers jours, et qui va un petit peu nous définir et qu'on a tendance à hériter parfois de génération en génération. Et ces strates-là vont très peu évoluer. Cette évolution va se faire en fonction de plusieurs facteurs. Notre hygiène de vie, bien sûr, donc est-ce qu'on est stressé ou pas, est-ce qu'on fume, est-ce qu'on habite plutôt en ville, dans un milieu qui va être plutôt pollué, est-ce qu'on va boire de l'alcool ou pas, l'alimentation, hein, il y a des flores très différentes entre les végétariens, les véganes et les personnes dites omnivores. Et puis, plus l'alimentation va être diversifiée, plus le microbiote va l'être également. En fonction de l'activité sportive, encore une fois, les sportifs de haut niveau n'ont pas le même microbiote qu'une personne sédentaire. La prise de médicaments, que ce soit des antibiotiques, des IPP, donc inhibiteurs de pompe à protons, des antiacides et autres. Et donc, comme je vous disais, le stress, donc un gros facteur impactant notre microbiote. Mais malgré tout, il y a une certaine résilience, c'est-à-dire que c'est une capacité à revenir à son état d'équilibre suite à une perturbation, notamment la prise d'antibiotiques, hein, dans certains cas. Ça peut, oui, la flore va souffrir pendant qu'on prend un antibiotique, mais va pouvoir revenir assez rapidement à son état initial. Et dans certains cas, même la prise de probiotiques peut gêner le retour à cette situation initiale. Alors, bien sûr, tout dépend du type d'antibiotique, est-ce qu'il est à large spectre ou pas, combien de temps il a été pris aussi, parce que dans certains cas, c'est plutôt comme un Karcher, et là, je ne dirais pas que les conséquences sont à vie, mais presque. Donc, il y a une résilience, mais jusqu'à un certain point. Et donc, qu'est-ce qu'un bon microbiote intestinal? C'est un peu compliqué à répondre dans le sens où il n'y a pas de normes, parce que chaque microbiote est différent et on peut avoir des bons microbiotes qui vont être vraiment très différents entre une personne et une autre. En gros, un bon microbiote, c'est un microbiote qui est en eubiose, c'est-à-dire qu'il y a une proportion correcte entre les bonnes bactéries et les bactéries ou micro-organismes qui, eux, sont moins bons ou pathogènes. C'est aussi un microbiote avec une grande diversité de bactéries. Hein. Plus la diversité est grande, plus les bénéfices pour notre santé vont être importants. Et c'est un microbiote donc, qui va permettre une digestion fluide, une immunité équilibrée et qui va protéger des maladies inflammatoires. Surtout. Donc pourquoi est-ce qu'on parle des 1000 premiers jours? En fait, ces 1000 premiers jours, c'est un concept qui est arrivé dans les années 80 par David Baker. Donc, pour lui, les 1000 premiers jours, c'était une période qui définissait vraiment la santé du futur adulte. Donc, pendant ces 1000 premiers jours, il y avait une certaine une origine précoce en fait des maladies chroniques et l'existence d'une fenêtre de sensibilité de 1000 jours dans laquelle l'environnement influençait sur la santé du futur enfant et du futur adulte. Et ces premiers jours ont été étendus donc, à l'impact sur le microbiote, parce que c'est également une période qui est clé dans l'établissement d'un bon microbiote. Donc 1000 premiers jours, hein, pour un petit peu de mathématiques, c'est les 9 mois de grossesse
et ensuite les 2 premières années de vie extra-utérine. On pourrait même l'étendre jusqu'à 3 ans, hein, selon certains, ce serait pendant les 3 premières années de vie que le microbiote se met en place. Mais voilà, grosso modo, on est vraiment sur une période clé. Donc, c'est pour ça, donc, à partir de la conception et ensuite de la naissance, le microbiote va maturer, va se diversifier jusqu'à obtenir une structure à peu près définitive vers l'âge de 3 ans. Alors, quand je dis définitive, comme je vous ai dit, c'est un peu pour les strates les plus stables. Bien sûr, ça va évoluer derrière quand l'enfant deviendra ado, qui va commencer à manger un peu n'importe quoi, ou à fumer des substances illicites ou autres, ou encore qu'un jour il va peut-être décider de devenir végétarien ou autre. Bien sûr, ça va évoluer, mais on va dire les fondations se mettent en place à partir lors de ces premiers jours. Donc, maintenant, je vais aborder la mise en place du microbiote avant la naissance. Donc, pendant longtemps, on a cru que le microbiote commençait, enfin, en gros, que la colonisation par les bactéries se faisait seulement à partir de la naissance et qu'avant cela, l'intestin du fœtus était stérile. On est en train de se rendre compte que ce n'est pas vraiment le cas et qu'il y a vraiment des choses qui se mettent en place déjà avant la naissance. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est quelque chose qui est encore, je dirais, un peu dans une phase, enfin dans une zone d'ombre, hein, donc il y a des recherches qui sont faites dessus, mais encore relativement peu. Donc ça va, et les connaissances sur ce sujet vont évoluer beaucoup dans les années à venir. Donc, il existerait plusieurs voies de colonisation du microbiote du fœtus. Une colonisation déjà descendante par le microbiote buccal de la mère, car on a pu remarquer, notamment chez les mamans qui souffraient de troubles, de problèmes de gencives, de problèmes buccaux et donc de déséquilibre de la flore buccale, on retrouvait certaines bactéries pathogènes dans le placenta, mais aussi dans la bouche du fœtus. Donc, il y avait vraiment une colonisation qui se faisait dans ce biais-là. Alors, on peut se douter que si ça le fait pour les mauvaises bactéries, il y a aussi de fortes chances que ça le fasse pour les bonnes bactéries. On pense aussi qu'il y a une colonisation ascendante par la voie vaginale, et notamment un gros impact des personnes, des mamans qui ont tendance à avoir des cystites, donc des vaginoses, donc des déséquilibres de flore au niveau vaginal, ont tendance à impacter aussi la flore au niveau du liquide amniotique et du placenta, voire dans certains cas peuvent même provoquer des fausses couches. Et ensuite, il y a une colonisation par la translocation de bactéries depuis l'intestin de la mère. Donc, les bactéries, l'intestin, oui, représente une certaine frontière, mais pas une frontière infranchissable, loin de là. Et donc, il y a des bactéries qui vont traverser, se retrouver dans le sang, et à partir de là, passer jusqu'au placenta, ou passer via le cordon ombilical jusqu'au bébé. Et on va en retrouver notamment des traces dans le méconium, qui ont un peu la première selle, on va dire, du bébé. Il y a aussi une présentation de marqueurs de métabolites bactériens qui proviennent du microbiote intestinal de la mère. C'est-à-dire que les bactéries, bien sûr, quand elles vont digérer les fibres, quand elles vont fermenter et faire leur travail de bactéries, elles vont donc produire des métabolites qui, eux, donc c'est des toutes petites molécules qui, eux, vont passer très facilement la barrière de l'intestin, se retrouver dans le sang et derrière vont agir directement au niveau du fœtus et donc sur la flore du fœtus. Il y a plusieurs facteurs maternels qui vont influer sur la santé et le microbiote du futur bébé. Donc là, je vais dépasser un petit peu sur l'aspect strict du microbiote, mais pour moi, c'est quand même très important de pointer ces éléments. Donc déjà, le poids, l'IMC, donc c'est l'indice de masse corporelle de la mère,
va impacter notamment sur la santé du futur enfant, mais aussi sa flore. Les personnes en surpoids vont avoir tendance à avoir des enfants qui vont avoir une flore différente des enfants de mère avec un IMC normal. L'alimentation, bien sûr, est aussi très importante de façon qualitative et quantitative. Une alimentation insuffisante va générer des soucis et des risques de carence chez le bébé. Au niveau qualitatif également, donc plus la mère va avoir une alimentation variée, diversifiée et saine, plus la flore, sa flore à elle et la flore du futur bébé va être aussi directement impactée. Et ça, cette alimentation, c'est bien sûr pendant la grossesse, mais ça va aussi dépendre de ce qu'il y avait avant la grossesse. La dysbiose intestinale chez la mère, bien sûr, donc s'il y a dysbiose intestinale chez la mère, il y a de fortes chances d'avoir une dysbiose chez le nourrisson. Donc en cas de SIBO ou surpopulation bactérienne au niveau de l'intestin grêle, d'intestin irritable, de candidose, etc. Tout cela risque d'avoir des conséquences sur la santé du bébé et sur sa propre flore aussi. Ça ne veut pas dire qu'une candidose va se transmettre ou qu'un SIBO va se transmettre loin de là, mais quand il y a déjà des déséquilibres chez la mère, il y a de fortes chances de retrouver des déséquilibres chez le futur enfant. La prise d'antibiotiques et autres médicaments, bien sûr, va avoir des conséquences, même s'ils ne passent pas dans le sang, pour certains antibiotiques bien choisis, ils ne vont pas passer dans le sang, mais par contre, ils vont modifier la flore, et c'est cette modification de flore donc, qui peut se retrouver et impacter la santé du bébé. La prise d'IPP, donc ce que je vous disais tout à l'heure, les IPP sont les inhibiteurs de pompe à protons, autres antiacides. Là aussi, ça a des conséquences parce que lors de la prise de ces médicaments, on baisse l'acidité de l'estomac. Si c'est pris trop longtemps, ça peut être vraiment négatif parce que la mère absorbe beaucoup moins, voire pas, le fer, voire la vitamine B12 et d'autres vitamines encore. En même temps, ça modifie la flore parce que quand si l'estomac est acide, ça a quand même un objectif. Hein. D'une part, c'est un objectif de bactéricide. Hein. Ça vient tuer des bactéries ou des virus directement dans l'estomac pour éviter qu'ils s'installent ensuite. Et ça permet aussi de digérer. Donc, en cas de manque d'acidité de l'estomac, encore une fois, pris sur le moyen terme ou sur le long terme, on a des carences qui se créent, on a une moins bonne absorption et digestion, et on peut avoir aussi des déséquilibres de flore qui se créent. La prise, donc les xénobiotiques, les xénobiotiques, donc c'est un nom un peu étrange, mais qui définit tout ce qui va être un peu toxique, les molécules toxiques, donc les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, les polluants extérieurs, donc que vous habitiez en ville avec la pollution, que vous habitiez à la campagne avec proche de champs où il y a des pesticides qui sont vaporisés, les perturbateurs endocriniens qu'on va retrouver dans nombreux produits de nettoyage ou des produits cosmétiques, voire de l'alimentation. Tout ça va bien sûr impacter grandement la santé du fœtus et du futur enfant, parce que ce sont des composés qui, pour la plupart, traversent la barrière de l'intestin. Et la santé parodontale, donc j'en ai un petit peu parlé avant, il est vraiment indispensable. De toute façon, c'est vrai pour déjà la santé de la mère, que la santé parodontale soit au mieux, parce qu'on s'aperçoit que ça joue beaucoup, ne serait-ce que sur la santé de la mère que sur la partie donc, santé cardiovasculaire, le risque de développer aussi un Alzheimer, et donc aussi sur la santé du bébé. En cas de déséquilibre du microbiote, des microbiotes maternels, quels sont les problèmes derrière? Donc,
les premiers soucis qu'on a pu identifier sont les risques de prééclampsie, donc vraiment le risque sur la grossesse elle-même, le risque de naissance prématurée et un petit poids de naissance. Pendant longtemps, on s'est aperçu, à titre d'exemple, que les femmes qui fumaient alors qu'elles étaient enceintes avaient tendance à avoir des enfants de petit poids. Et en fait, donc on pensait que c'était l'effet purement de la cigarette et des composés que ça contenait. Maintenant, on comprend un petit peu mieux que cette cigarette a tendance à modifier déjà la flore de la bouche de la maman. Les métaux lourds, etc., viennent modifier aussi la flore du microbiote intestinal. Et cela a un impact sur le poids de naissance. Pas forcément sur la santé du bébé derrière, mais au moins sur le poids de naissance. Et ensuite, donc là je l'ai mis en gris parce que justement on est un peu sur une zone encore un peu de brouillard, hein. Il y a peu d'études dans ce domaine. Donc la transmission d'un microbiote déséquilibré et une susceptibilité plus importante de développer divers problèmes chez le fœtus, donc notamment le syndrome de l'intestin irritable, les maladies cœliaques, voire des maladies métaboliques ou le développement d'allergies serait plus important chez les enfants nés de mère avec un microbiote déséquilibré. Donc maintenant, passons à ce qui se passe après la naissance, qui est donc, je dirais, c'est un peu la règle des 80-20, là on est sur les 80% de l'impact sur le microbiote. Donc les facteurs qui vont influencer le microbiote du bébé sur les premiers jours, tout d'abord le temps de gestation. Donc plus lorsque la naissance se fait à terme, ou alors est-ce qu'elle se fait plutôt avant terme, donc le microbiote sera légèrement différent. Lorsque le temps de gestation sera plus long, il y a plus de chances aussi que l'intestin du bébé soit plus mature et donc en meilleure santé, et donc que l'écosystème intestinal soit plus équilibré. Le mode d'accouchement, très important entre la voie basse et la césarienne. Lorsque l'enfant naît par voie basse, il va passer donc par le vagin, et en passant par là, il va être en contact direct avec toute la flore vaginale de la mère. Il va en avaler un peu au passage, et ça va être la première source de contamination, de colonisation de son propre microbiote. Alors que les enfants nés par césarienne, en général, ça se fait dans des conditions complètement aseptiques. Donc là, il n'y a pas de colonisation qui va se faire à ce moment-là. L'allaitement, bien entendu, donc l'alimentation du nourrisson, allaitement au lait maternel ou alors le lait maternisé. Donc on va tomber aussi, on va dire, le microbiote du bébé va dépendre beaucoup de la qualité du lait. Donc ça, c'est bon pour les deux, hein. Dans les laits infantiles, vous allez avoir différentes qualités de lait. Certains vont être enrichis en probiotiques ou en prébiotiques, notamment on les trouve sous les noms GOS, FOS ou Pinuline, qui auront tendance à favoriser le développement d'une bonne flore. Mais aussi chez les mamans, c'est-à-dire que toutes les mamans n'ont pas la même qualité du lait. Une partie de la qualité de ce lait s'explique notamment par leur propre microbiote. Donc il y a des bactéries aussi qui sont transmises par ce lait. Il y a des prébiotiques qui sont aussi transférés par ce lait. Donc forcément d'une femme à l'autre, ça va varier. Et il y a une chose qu'on appelle donc le mucus. Dans l'intestin et sur toutes nos muqueuses, on a un mucus protecteur, mais qui va un peu servir de site d'ancrage pour les bonnes bactéries et au contraire de frein pour les mauvaises bactéries ou pour les virus. Il semblerait que 20% de la population soit non sécrétrice de ce mucus. Et chez ces personnes-là, en général, on a une flore qui est plus déséquilibrée. On a tendance quand elles prennent des probiotiques, ils ont du mal à se fixer, à rester là. Donc, on a toujours une capacité, une propension à avoir
une dysbiose et avoir un intestin un peu plus poreux. Mais manifestement, il y aurait aussi des différences sur la qualité du lait maternel avec ces premiers prébiotiques maternels qui auraient tendance à se retrouver dans le lait. Donc chez les personnes non sécrétrices de mucus, on ne trouve pas ces prébiotiques dans le lait. Et donc, c'est aussi quelque chose qui va être moins favorable à l'établissement d'un bon microbiote, entre guillemets, d'un bon microbiote chez l'enfant. Et donc, comme je vous l'ai dit, la dysbiose, ou au contraire, l'eubiose maternelle, va bien sûr impacter. Ensuite, quand bébé va grandir, l'impact de son microbiote va dépendre de son alimentation, bien sûr. Plus son alimentation va être variée, va être diversifiée, plus son microbiote va être aussi riche et diversifié. Juste un petit point sur justement l'étape où les premiers aliments sont intégrés. Donc c'est entre 4 et 6 mois, donc vraiment éviter à tout prix d'introduire des aliments solides avant 4 mois, autre que le lait. Donc jusqu'à 4 mois au minimum, voire 6 mois, ça va être seulement du lait. Mais ne pas les introduire trop tard non plus, ne pas trop attendre, parce que cela va vraiment jouer justement sur ce microbiote, mais aussi sur l'immunité, en fait, tout simplement. Et il semblerait que plus les aliments sont introduits tard, plus l'enfant est de risque de développer des allergies. Donc, n'ayez pas peur de tester tous les aliments à ce moment-là, même si dans la famille, il y a des intolérants au gluten, aux produits laitiers ou autres. Il n'y a pas de raison, a priori, de ne pas les mettre. Maintenant, si vous apercevez que votre enfant commence à avoir des troubles digestifs, de l'eczéma, de l'asthme, des choses comme ça, là, peut-être se poser la question, mais sinon, a priori, il n'y a pas d'intérêt à éviter certaines catégories d'aliments à ce moment-là. La prise d'antibiotiques, bien sûr, plus elle va être faite jeune, plus elle va être longue et plus elle va impacter négativement la flore. Les anti-reflux ou les inhibiteurs de pompe à protons chez le bébé, alors c'est manifestement distribué encore comme des tic-tac. Et ça, moi, ce que je vois en tout cas des personnes qui viennent me voir, c'est que ça a un effet dévastateur sur la flore des bébés. Je retrouve des enfants qui ont eu ils ont eu du reflux et ils ont pris, on leur a recommandé donc des IPP pour arrêter ça. Donc, et derrière, ça a vraiment un effet catastrophique avec des enfants qui ne peuvent plus rien manger, qui ballonnent, qui ont des diarrhées, qui réagissent pratiquement à tout. Parce que derrière, il y a une grosse dysbiose qui se fait. Donc c'est vraiment, si je peux vous mettre en garde, donc c'est vraiment de faire attention à ça. La prise d'IPP chez l'adulte, c'est déjà pas sans conséquence, malheureusement. C'est souvent donné sur du long terme, je vous dis, comme des tic-tac, alors que les conséquences sont quand même importantes derrière. Donc pris sur du court terme, oui, parce qu'il y a effectivement un intérêt. Il ne faut pas que ça se prolonge déjà chez l'adulte, mais chez les enfants, c'est à bannir. Clairement, c'est à bannir. Il y a d'autres solutions pour arrêter le reflux. Si votre enfant a du reflux, c'est qu'il y a une cause derrière. Et cette cause, vous pouvez y agir dessus. Donc, commencez par par faire voir votre enfant par un bon ostéopathe qui travaille, donc qui est spécialisé chez les nourrissons, qui va pouvoir travailler mécaniquement, parce que des fois, c'est effectivement le petit clapet qui ferme mal ou l'estomac qui est mal positionné, et donc il va y avoir tendance à avoir un reflux, mais donc ça se corrige mécaniquement. Sinon, les autres causes, c'est souvent des hypersensibilités ou des allergies à des aliments. Donc, dans ce cas, faites-le traiter ou essayez de voir déjà ce que vous lui donnez, à changer un petit peu le type d'aliment pour voir si ça impacte. Mais ça va être souvent une de ces deux causes-là. Et donc, en agissant soit sur l'alimentation, soit au niveau mécanique avec un ostéopathe, vous allez vous rendre compte que le reflux tend à disparaître tout seul, sans médicaments. L'environnement aussi indispensable, surtout ne mettez pas vos enfants dans un milieu aseptisé. Alors je sais qu'en ce moment avec le Covid, on a tendance à tout désinfecter, surdésinfecter et encore désinfecter. Ça va être une catastrophe au niveau de l'immunité chez les tout petits.
On s'est aperçu déjà, il y a déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, par exemple, que chez les nourrissons dont le biberon était stérilisé à chaque fois, ils avaient tendance à être plus souvent malades, à avoir une immunité plus faible que les bébés dont les biberons n'étaient pas désinfectés et stérilisés. Donc maintenant, on ne stérilise plus systématiquement les biberons des bébés. Bon, ben, ne faisons pas à côté la même chose en désinfectant toutes les surfaces. Alors, je ne dis pas de rentrer à la maison avec les chaussures crottées et de se promener partout avec, mais c'est vraiment de trouver un juste milieu et de ne pas hésiter à laisser jouer son enfant dans le sable, dehors, dans l'herbe, peu importe, plus il sera en contact avec la vraie vie, avec la nature, et plus son immunité va se renforcer, plus son microbiote va se diversifier. Alors, excusez-moi. Donc, les conséquences d'un déséquilibre du microbiote sur les 2 premières années, comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup l'immunité qui va être soit abaissée, soit déséquilibrée avec l'apparition d'allergies, d'hypersensibilité alimentaire ou de maladies auto-immunes. Une susceptibilité aussi plus importante aux problèmes ORL, notamment les otites, qu'on voit beaucoup. On se dit, ah oui, ça c'est les problèmes d'enfants. Oui et non. Oui et non, c'est une fragilité qu'on peut avoir, mais les otites à répétition sont souvent liées à des déséquilibres au niveau de l'écosystème intestinal. Les problèmes de peau, l'eczéma et autres, l'asthme pendant l'enfance, donc tout ça peut être une conséquence directe d'un microbiote déséquilibré. Aussi, une susceptibilité plus importante de développer des pathologies digestives arrivées à l'âge adulte. Le syndrome de l'intestin irritable, de plus en plus de thèses ont tendance à le lier à des problèmes de microbiote qui datent de l'enfance. De même, une susceptibilité plus importante au stress et à la dépression. Donc maintenant, concrètement, quels sont les bons gestes à mettre en place pour permettre à votre futur enfant d'avoir un microbiote le plus équilibré possible? Donc, avant la naissance, mon avis est de commencer le plus tôt possible. C'est déjà de traiter vos problèmes d'infection parodontale et vaginale. Ça commence par là, c'est bon pour vous, ça sera bon pour bébé aussi. Donc vraiment, agissez dessus pour régler ce problème-là. Moi, je vous recommande aussi d'identifier et traiter une éventuelle candidose intestinale. C'est plutôt recommandé parce que voilà, vous vous sentirez plus à l'aise et je pense que bébé se sentira aussi beaucoup mieux derrière. Donc, pour identifier une candidose intestinale, moi, je fonctionne en général avec le laboratoire Barbier, qui est un des laboratoires que je trouve les mieux équipés pour ça. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais pas forcément tous. Chez Barbier, donc, vous commandez un kit, soit pour faire une prise de sang, une recherche d'anticorps anti-candida albicans. Donc, ils vont aller chercher des IgG, des immunoglobulines G dirigées contre cette levure. Et je vous recommande vraiment de le faire chez Barbier, parce que dans les labos standards, clairement, c'est pas fiable. Ou alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin ou avoir quelque chose d'un peu plus fiable, vous leur demandez un mou fongique. Donc ça, c'est une analyse des métabolites organiques urinaires qu'on va retrouver dans les urines. Voilà. Ensuite, avoir une alimentation aussi variée que possible. Éviter la prise antibiotique, l'inhibiteur de pompe à proton. Alors après, bien sûr, c'est suivez les recommandations de votre médecin, mais voilà, le plus c'est l'ennemi du bien, on va dire. Et vous pouvez éventuellement prendre des prés, voire des probiotiques pendant la grossesse. Donc les études sur ce sujet sont encore assez légères. Certains tentent à montrer que ça aurait des bénéfices. En tout cas, si vous avez des déséquilibres, des désordres plutôt au niveau digestif, n'hésitez pas à prendre ce type de produit. Et demander conseil à un naturopathe ou à une personne formée spécifiquement aux probiotiques pour savoir lequel prendre. Parce que dire je prends un probiotique, c'est comme dire je prends une vitamine. Il y en a
de très nombreux, de différents, chacun va avoir son rôle. Certains vont être plus ou moins tolérés en fonction de la présence de prébiotiques dedans ou pas. Donc vraiment, faites-vous conseiller si vous pouvez. Après la naissance, donc pour les bébés qui n'ont pas la chance, entre guillemets, d'être nés par voie basse, ça peut aussi venir d'un choix personnel, il n'y a pas de jugement de valeur derrière, mais même si votre enfant naît par césarienne, il y a possibilité de lui donner une flore un peu plus variée dès le début, en pratiquant ce qu'on appelle l'imprégnation microbienne. Donc, en fait, c'est juste de prendre une gaze stérile, de la passer dans le vagin et ensuite de badigeonner la figure du bébé avec. Ça paraît pas très glamour comme ça, mais c'est juste le fait, c'est des choses qui sont faites dans certaines cultures et ça ne fait que reproduire le processus naturel de la naissance, en plus simple. Favoriser autant que possible l'allaitement maternel, sinon choisissez des laits qui vont être enrichis en FOS, en GOS, voire en probiotiques. Évitez autant que possible les antibiotiques. Alors je me doute bien que si on vous les prescrit, c'est souvent qu'il n'y a pas le choix, mais attention à ne pas en abuser ou à essayer de faire ça au minimum et évitez strictement, là pour le coup, évitez strictement les inhibiteurs de pompe à protons. Un reflux chez le bébé n'a pas du tout la même cause, enfin, est complètement différente d'un reflux chez l'adulte, donc ça ne se prend pas en charge de la même manière, quoique. Commencez bien donc la diversification entre 4 et 6 mois. Comme je vous l'ai dit, on introduisait des aliments les plus variés possibles, sans éviction inutile. Évitez au maximum des produits transformés, de façon générale, et tout ce qui va contenir des sucres ajoutés et les sucreries. Alors même si c'est écrit spécial bébé, donc on va trouver des petits biscuits spécial bébé, pitié, non, donnez-lui du pain à votre bébé, il en sera tout aussi content. Hein. Pour lui, c'est juste pour mâchouiller un peu et se faire les gencives. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du sucre dedans. Le goût de la saveur sucrée est une des saveurs qui est généralement la plus vite reconnue et appréciée chez les bébés. Donc ça ne sert à rien de commencer à lui créer une addiction au sucre et déjà étant enfant, à l'habituer à ce goût sucré. Pareil, les soi-disant yaourts spéciaux pour les bébés qui contiennent autant de sucre qu'un yaourt pour les adultes. Merci, mais non merci. Honnêtement, c'est pas la peine, surtout si c'est du sucre ajouté. Bébé n'en a pas besoin. Et bien sûr, une bonne hygiène, comme je vous l'ai dit, mais sans excès, donc pas la peine de désinfecter tout l'environnement autour de bébé. C'est pas forcément lui rendre service. Voilà, donc merci pour votre attention. J'espère que ça n'aura pas été trop long et que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, je vous invite soit à me contacter au mail ci-dessous, sinon à me laisser un message donc, sous cette vidéo. Voilà, donc je reprends, hop là, ok. Donc merci à vous et puis n'hésitez pas à partager si ça vous a plu. Au revoir.